Bonjour à tous et bienvenue sur OM5 TV pour cette nouvelle émission qui s'appelle Le Portrait de la Semaine. Chaque semaine, un invité viendra parler de son parcours, de sa vie. Et pour cette première, nous recevons une personnalité aux multiples fonctions, chef de cuisine, animatrice de télévision, auteur et depuis peu femme politique. Babette de Rosière, bonjour. Bonjour Nico. Comment ça va? Très très bien. Alors pour parler de votre carrière, en commençons par le point de départ. Vous êtes né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et vous avez grandi dans une famille de commerçants, propriétaires de boucheries et de boulangeries. Alors... De cette époque, vous avez le souvenir de la bonne odeur qui sort de la cuisine de votre grand-mère, et c'est là aussi qu'est née cette passion pour le monde culinaire. Aujourd'hui, quel regard avez-vous sur cette période de votre vie? Attends, je vais te dire tout de suite, on va remettre les choses au point, parce que je sais qu'il faut se vous voyer à la télévision, mais moi, je ne vais pas te vous voyer. Je ne vous vois personne à la télévision, je tutoie. Eh bien, je pars du principe, quand on est en intimité, eh bien, on doit se tutoyer. Alors moi, je tutoie. Alors pour répondre à ça, c'est vrai. Je suis né d'une famille de commerçants, c'est vrai. Et puis après, j'ai essayé de voler de mes propres ailes. Ça n'a pas été facile de couper le cordon ombilical pour arriver à Paris, mais évidemment, après le bac, j'étais obligée de m'émanciper et de partir. Mais mon enfance n'a pas été une enfance, comme on dirait, merveilleuse. Pourquoi? Parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevée, non ma mère. Et j'ai eu un petit peu ce mal-être de ne pas être chez ma mère, mais néanmoins, j'étais très très bien chez ma grand-mère. Et ma grand-mère avait pour habitude d'aller cueillir son café, de torréfier son café, de faire son café très tôt le matin, qui me réveillait. Et ensuite, elle passait immédiatement en cuisine pour faire les plats du midi. Il faut savoir que la cuisine était en dehors de la maison, donc je n'avais pas le droit d'aller dans cette cuisine. Mais en revanche, comme tu l'as dit si bien, j'allais goûter ce qu'elle préparait. Et j'ai commencé à aimer les bonnes odeurs. Et je pense que ça m'a servi et ça m'a permis justement de faire ce métier de cuisinier. Et le bac en poche? Et le bac en poche. Alors, il n'y avait pas d'université aux Antilles. Donc, il a fallu trouver une orientation. Et j'ai pris comme orientation histoire-géographie. Et moi, j'aime pas ça, moi. Ça me sert évidemment maintenant. Mais à l'époque, histoire-géographie, je n'avais pas du tout d'ambition, ni pour être prof, ni pour enseigner quoi que ce soit. Donc, c'était la porte de sortie. Et je me suis retrouvée à l'université avec cette porte de sortie, ce qui m'a permis de couper le cordon ombilical, d'arriver à Paris, de m'émanciper très très vite. Et à l'âge de 20 ans, vous intégrez l'ORTF comme script de Mariti et Gilbert Carpentier, Absolument. Puis speakerine et assistante de production en Guadeloupe, une période qui a duré 10 ans. Au départ, cette entrée dans le monde audiovisuel est-elle le fruit du hasard? Moi, j'avais besoin de travailler. Donc, j'ai passé des concours pour entrer à Air France, à la SNCF, l'ORTF, parce qu'à l'époque, tout était par voie de concours. Et puis, qui m'a répondu? C'était par télégramme. Il n'y avait pas Twitter, Facebook, Internet et tout ça. Donc, je reçois un télégramme chez moi en me convoquant de venir à l'ORTF. Trop contente, j'arrive et là, on commence par me dire, voilà, vous allez être embauché, etc., mais sans me dire vraiment ce que j'allais faire. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, quand on rentrait à l'ORTF, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Office de radio et télévision française qui est devenu maintenant France Télévisions. Donc, j'étais dans les bureaux, j'étais un peu partout, j'ai fait connaissance avec le bureau, j'ai fait du montage en coupant, en collant, j'ai porté la caméra un peu plus 50 kilos sur les épaules, j'ai fait tous les services. Et puis finalement, j'ai eu plusieurs propositions pour participer à des émissions. Donc j'ai accepté de participer à l'émission de Mariti Gilbert Carpentier. C'était formidable pour moi parce que je rencontrais tous les acteurs, toutes les stars qui comptaient de l'époque, comme par exemple Michel Simon, Montand, Signoret, comment elle s'appelle l'Allemande, Romy Schneider. J'ai rencontré tous les grands à l'époque qui faisaient de la télévision ou alors qui chantaient, qui faisaient du cinéma, etc. Et c'était très bien parce que c'était une forme de liberté aussi pour moi, parce que comme il n'y avait pas d'outils de communication comme actuellement, ça me permettait d'aller chez eux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Yves Montand avec Simone Signoret. Je venais pour Simone Signoret. Et Montand m'a reçu, j'étais dans le salon, je le vois qui apparaît avec son chapeau, sa canne et Mimi Charlot. Alors imagine à mon âge, je vois Montand qui m'imite Charlot. Tu t'imagines un peu l'émotion? Ça devait être incroyable. Et puis après, il se met à chanter rien que pour moi les Roses de Picardie. Alors là, même en parlant, ça me remet dans l'ambiance. J'ai pleuré ce jour-là. Et puis finalement, je suis repartie, j'ai pas vu Simone. J'ai pas vu Simone, mais j'étais très heureuse d'avoir passé un si bon moment avec Yves Montand. Et puis j'ai passé aussi un moment merveilleux avec Michel Simon.
Michel Simon, je le revois. Il m'appelait mon poupon, ma petite. Oh là là, c'était merveilleux. J'ai passé d'excellents moments. Et votre premier restaurant Et s'appelait puis j'attends, l'Hibiscus. et ma première émission comme speakerine. Alors là, c'était pas prévu que je sois speakerine. Et un jour, on me dit, il y a une animatrice qui n'était pas là, on me dit, Babette, tu vas la remplacer. Oh, moi, j'ai jamais fait ça. Alors, on m'explique, tu donnes le programme, tu lis ton programme et tout ça. Alors, je commence, bonjour, avec mon naturel, sans prompteur, sans rien. Bonjour, alors aujourd'hui, on va vous présenter, nanana. Puis j'oublie le nom des acteurs sur le film. C'était un film. Alors je dis, attendez, je prends mon papier, je fais comme ça, je prends mon papier. Attendez, je vais vous dire, attendez, alors c'est John Wayne, et voilà, tout a été comme ça. Éclat de rire, et j'ai fait quelques années comme speakerine en Guadeloupe, et je suis revenue après à Paris, et j'ai travaillé 10 ans en tout dans cette maison. Et votre premier restaurant s'appelait l'Hibiscus, spécialisé dans la cuisine d'outre-mer. C'est vrai que l'établissement était situé non loin des Folies Bergères à Paris. Ouais. Il était composé d'un bar et de 2 tables. Et de 2 tables. Et 4 chaises. Vous avez démarré c'était avec mes propres moyens. Il faut savoir que quand j'ai décidé de me mettre dans la cuisine, ma mère m'a dit de choisir clairement entre la cuisine et elle. Parce que la cuisine, il faut savoir, c'était pas un vrai métier, c'était pas considéré comme un vrai métier aux Antilles. Donc moi, comme j'ai ma personnalité, j'ai mon franc-parler, j'ai dit je choisis la cuisine. Et à partir de ce moment-là, j'étais toute seule. Seule à Paris, sans personne, il a fallu que je me débrouille. Alors j'ai commencé par travailler comme standardiste au Grand Hôtel à Paris. C'était un prétexte pour moi pour aller en cuisine et voir les chefs comment ça travaillait. Évidemment, au départ, j'ai pas eu un bon accueil en cuisine, parce qu'il n'y avait pas de femmes en cuisine. J'étais là toute frêle, toute petite, je dis au chef que j'ai envie d'apprendre la cuisine. Tout le monde me regarde avec les grands yeux. On me dit la serpillière est là. Bref, avec mon caractère, j'ai su m'imposer. Et c'est comme ça que j'ai appris les techniques de la cuisine. Mais si tu veux, la cuisine, c'est quelque chose que l'on possède dans ses tripes. Hein. On ne sait pas pourquoi, on se met à la cuisine et on cuisine, et on trouve ça bon, et on a envie de faire ça. Donc c'est un métier vraiment que j'ai choisi et c'est pour ça j'ai fait mes petites économies comme une petite fourmi avec le peu que je gagnais. Et j'ai réussi à acheter mon premier petit restaurant, Hibiscus, aidé tout à fait par hasard. J'avais été voir un banquier qui était africain. Il m'a dit, je te prête pas d'argent, je te donne une enveloppe. Il m'a donné une enveloppe, ça a conforté mon enveloppe, j'ai pu acheter mon premier petit fonds. Et c'est pas tout, parce que quand j'ai monté mon premier petit restaurant, personne ne rentrait. Personne ne connaissait. Je savais faire qu'un plat, une entrée, un plat, un dessert. Et puis des petits punchs avec modération, bien sûr, mais je savais faire ça. Et personne ne rentrait dans ce restaurant. Là, je commençais à angoisser. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de ressources. J'avais démissionné de l'ORTF. J'avais que ça. Parce que dans ma tête pleine de folie, je disais, voilà, je vais monter mon restaurant, ça va être la foule. Pas du tout, j'ai pas eu la foule du tout. Et puis j'ai dit, bon, il faut que je trouve quelque chose pour faire venir le monde. Et comme j'avais une amie qui était hôtesse de l'air, je lui dis, amène-moi du rhum agricole. Parce qu'il n'y en avait pas à l'époque de rhum agricole. Il n'y avait pas à l'époque des produits exotiques à Paris, sauf dans le 18e arrondissement où j'allais à la rue de Jean pour acheter mes produits. Elle m'emmène les de rhum. Je fais des bocaux de punch avec des fruits exotiques que je mets sur mon bar. Et là, j'ai vu que les gens, ça les interpellait. Ils commençaient à rentrer. Mais c'est quoi? Et c'est là que je les ai eus. Alors, du coup, du petit pont, je proposais mon petit Colombo, ils ont trouvé ça bon, et j'ai fait ma clientèle, et ça a démarré comme ça. Comme quoi, il faut toujours garder espoir. Je dis ça pour les jeunes qui me regardent. Quand vous avez une idée en tête, vous voulez faire un métier, ne vous laissez pas du tout influencer par qui que ce soit. Ni papa, ni maman, faites votre métier, foncez. Parce que si j'avais écouté le choix entre la cuisine et maman, eh ben, j'aurais pas fait mon métier où je me suis épanouie, ou dans lequel je me sens bien. Et voilà, mon début, ça a été ça. Alors maintenant, on va regarder une photo. Une photo de quoi? Souvenir de vous. De moi? Souvenir? Oui. Souvenir. Je m'attends au pire. La première télévision, Babette. La première chronique? La première télévision. Télévision de Babette? De Babette. Je ne m'en souviens même plus. Après un speaking? Voilà. Nous sommes en 1988, aux côtés de François Robaud sur France 3, dans l'émission Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Et vous préparez en direct le Colombo de poulet à l'autocuiseur. Que vous inspire cette image? Oh mon Dieu, ça c'est moi ça? Eh oui. Oh, mais les années ont passé. Effectivement, c'était ma première chronique quand Monsieur Robot est venu me chercher parce que j'étais la seule à l'époque qui faisait de la cuisine créole dans mon petit restaurant, bien sûr, mais j'avais déjà changé pour acheter plus grand. Et là, il m'a dit absolument, Babette, il faut absolument mettre de l'ambiance, il faut faire une émission, il faut faire une recette. Je lui ai dit, mais bon, cool.
Je suis arrivée avec tous mes produits et tout ça. Et là, mais j'étais tellement contente de faire cette émission parce que j'avais l'impression que j'apportais quelque chose de plus dans le sérail de l'audiovisuel de l'époque, puisque je parlais des Outre-mer. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'Outre-mer, on ne parlait pas de cuisine créole, puisque c'était interdit. Même après, on me disait surtout pas trop d'épices, pas trop. Et bien là, j'étais contente parce que là, pour une fois, je pouvais m'exprimer, je pouvais parler de mes Outre-mer, parler de mes origines, de ma culture. Et ça m'a fait infiniment plaisir de faire ça. Et c'était le début de plein de choses après. Le parcours télévisuel se poursuit dans plusieurs émissions populaires. Alors, j'en cite quelques-unes. On a Coucou c'est nous, Bon appétit bien sûr, Les escapades de Petit Renaud, Les petits secrets de Babette sur France 3, mais également Sophie d'abord, Télématin, c'est au programme sur France 2, mais également dans À table avec Maïté. Oh, mais ça c'est vieux ça. Et du coup, ça, c'est vieux. Je vais vous montrer une vidéo. Encore, encore. Avec moi, on a beaucoup de surprises dans cette émission. Oh là là, ben alors vraiment, j'espère qu'il n'y a pas de surprises désagréables. Il n'y en a pas, que alors, du positif. Eh bien encore, pour nourrir tout ton petit monde, on a une super cuisinière qui s'appelle Babette. Elisabeth. Alors, voilà. Oh ben j'étais une vraie petite gazelle. Une recette extra. Comment vas-tu? La musique. Ah, te regarde. Ah. Ben... J'arrive, c'est vraiment moi ça. Ben, elle est trop. Comment est née cette rencontre avec Maïté? Alors comment est née cette rencontre? Attends, il faut que je me remette dans. Oh, comment est née cette rencontre? Alors, il faut que je réfléchisse. Alors, cette rencontre, c'était Micheline. Parce que quand Maïté a démarré, c'était l'émission de Micheline. Et c'était en province. C'est tellement loin que... Et donc, Micheline m'a appelé pour me dire Babette, etc. Parce qu'ils avaient déjà vu Robot et tout ça, ça ne m'est plus. Parce que quand j'ai fait l'émission avec Robot, tout le monde a apprécié. Il y avait mal à la voix, c'était une ambiance du feu. Et là, Micheline me dit Babette, que ça te plairait de faire une chronique avec nous de temps en temps. Et moi, je ne connaissais pas Maïté. Et c'est lorsque j'ai pris le train pour aller pour faire cette première émission, eh bien, j'ai rencontré Maïté, on a sympathisé, on a rigolé. Et c'est pour ça, après, j'ai fait plusieurs émissions avec eux. Dans cette émission-là, ben, j'ai passé un moment de ma vie exceptionnel. Parce que j'ai retrouvé en Maïté un petit peu mon franc-parler, un petit peu ma façon de faire. Et elle était très, très, très imaginative. Elle inventait des choses. Et puis sa façon d'appréhender la cuisine. Parce qu'il faut le dire, Maïté n'avait pas une cuisine gastronomique. Elle était comme moi à ses débuts. Elle fait une vraie cuisine comme elle a appris de ses parents. Et donc c'était marrant, on racontait des anecdotes, on dansait, on rigolait. C'était vraiment un bon moment de plaisir avec Maïté. Et si elle a mon temps, ben, je profite pour l'embrasser parce que j'ai beaucoup apprécié travailler avec Maïté et Michel. Et également auteur de plus d'une quinzaine de livres ben de oui, recettes. Alors, on a notamment les recettes de Babette en plusieurs volumes, Festin créole, traduit en plusieurs langues, ou Hop en cuisine avec Babette. Mais vous avez consacré un livre il y a quelques années à Alexandre Dumas. Moi, pour te donner un exemple, j'ai dit à mon éditeur que je vais retranscrire quelques recettes du dictionnaire d'Alexandre Dumas. On m'a dit, ah bon, j'apportais une nouvelle. Il ne savait même pas qu'Alexandre Dumas avait écrit plus de 3000 recettes. Et de là, tout est parti, parce que je pense qu'Alexandre Dumas est très proche de moi au moment où je parle, parce que nous avons le même ADN et puis nous avons la même culture. Parce qu'il ne faut pas oublier que lui aussi, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes de racisme, il a eu plein de problèmes quand il a commencé à écrire. Et puis, tu sais dans quelles conditions il est mort. On n'a jamais voulu reconnaître vraiment Alexandre Dumas. Heureusement qu'il a été très élevé par son écriture, mais Alexandre Dumas a toujours été déconsidéré. Même mon bouquin que j'ai écrit, j'ai eu du mal à faire passer la pilule, disant que j'écris les recettes d'Alexandre Dumas. Donc ça m'a beaucoup inspiré, et puis surtout, je me suis rendu compte qu'Alexandre Dumas, c'est quelqu'un qui aimait bien manger, c'est quelqu'un qui aimait recevoir, c'est quelqu'un qui était généreux, et je me retrouve en ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu retranscrire ces recettes qui sont très généreuses, et puis je suis rentré petit à petit dans sa vie de chef. Et c'est quelqu'un vraiment qui était passionnant. Je t'assure que j'aimerais être avec lui. Même s'il ne connaissait pas bien les épices à l'époque, il a réussi à faire de petites recettes en mettant des petites épices comme il pouvait. On sentait qu'il était un petit peu à tâtons. Évidemment, le langage culinaire n'était pas le même. La fonction de cuisine, de cuisiner chez lui, ce n'était pas exactement comme nous, parce qu'on n'avait pas les mêmes ustensiles, on n'avait pas les mêmes feux, on n'avait pas les mêmes unités de mesure. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Il fallait que je rentre dans le système Dumas pour arriver à déchiffrer ce qu'il voulait dire par ses recettes. Et je pense que j'ai réussi ça et je suis très contente
parce que ça met au gré du jour Alexandre Dumas, qui a été évidemment en dehors des Trois Mousquetaires et tout ça. Ça a été un vrai cordon bleu, ça a été quelqu'un qui me ressemble, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de lui et faire vivre à travers mes recettes, ses propres recettes. D'ailleurs, j'ai gardé les titres authentiques. Je n'ai pas changé le titre, j'ai changé le corps des recettes pour permettre d'adapter cette recette à notre époque. Parce que c'est une autre époque, il était braconnier. Et puis pour finir, il n'y a pas un livre d'Alexandre Dumas qui est dans les écoles. La Fontaine, on en parle, tout le monde, Victor Hugo, tout le monde en parle, mais pas Alexandre Dumas, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup contrarié. Et en plus, il n'a pas eu les honneurs quand il est mort. Tu as vu comme il est enterré, comme n'importe quel vulgaire. Alors que l'autre, Victor Hugo, les autres, ses funérailles extraordinaires, il n'y a pas longtemps qu'il est rentré au Panthéon. Donc, il fallait que je marque le coup et revenir un peu sur cet Alexandre Dumas qui est le mien maintenant. Et en 2010, élu personnalité populaire de l'année, et vous avez aussi reçu le prix Marianne de la Poste, avec même un timbre à votre effigie, oui, avant d'être élu chef préféré des Français à la télévision. Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de ces récompenses? Moi, c'était une bonne surprise. Parce que moi, je travaille à la télé, pas pour attendre tout ça. Moi, je suis quelqu'un de sincère, je suis quelqu'un de complètement libre, je suis quelqu'un qui travaille avec mon inspiration, sans penser qu'il y a un prix là, un prix par là. Mais quand j'ai vu ça, j'étais contente parce que ça me prouve au moins que mon travail n'a pas été inutile. Parce que les gens ont su faire la différence avec les autres de mes confrères pour pouvoir me donner non seulement le prix Marianne, qui est quelque chose qui n'est pas rien, un thème à mon effigie. Quand j'ai dit ça à mon mari, je tombais des nues. Et puis en plus, c'est lui le chef préféré des Français. C'est quelque chose qui porte, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Et je pense que j'étais très émue quand j'ai reçu cette nouvelle, mais ça m'a donné un petit peu plus d'aisance et plus de confiance en moi, je pense. Ouais. Maintenant, une question un peu plus personnelle. Ah, ben alors! Chaque année, vous aimez réunir vos amis lors d'une garden party. Ah ben oui. Donc c'est une manière de rassembler tous ceux que vous aimez, mais quel est le trait de caractère que vous préférez chez quelqu'un? Oh là là, alors là... Quelque chose d'important pour vous? En tout cas, moi, chaque année, c'est vrai, je prends plaisir parce que c'est ma vie, c'est mon grand bonheur d'inviter tous mes amis chez moi le dernier dimanche du mois de juin. Et puis faire pour eux un buffet de cuisine mondiale, c'est-à-dire que je fais toutes les cuisines des 5 continents. Ils passent un bon moment et tout ça. Mais moi, je pense que mes amis, ce sont des gens qui sont proches de moi, c'est pour ça qu'ils sont mes amis. Et ce sont des gens simples, quel que soit leur niveau de vie intellectuel, etc. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de barrière. Tout le monde se mélange. C'est vraiment c'est le vivre ensemble quand je fais ça. Et donc, pour être mon ami, il faut savoir justement privilégier le vivre ensemble. Il faut être honnête, il faut être soi-même, sans chichi, sans monter du col. Moi, j'ai horreur des gens qui font du chichi, j'ai horreur des gens qui se montent du col, et j'ai surtout horreur des gens qui ne sont pas loyaux, tu vois. J'aime pas ça. Et des gens qui sont menteurs et tout ça, je ne m'entoure pas de ce genre de gens. Et si d'aventure, je détecte un trait de caractère comme ça, je dis rien, mais j'invite plus. Voilà, j'invite plus. Mais mes amis, ceux qui m'entourent, je les aime beaucoup, et il y en a beaucoup, hein. J'ai beaucoup de relations et tout. Mais ce sont des gens simples, abordables, tranquilles. Puis je passe vraiment de bons moments avec eux, je m'éclate avec eux et on est sous la même, tu vois, sous la même longueur d'onde. Et depuis peu, une nouvelle corde à votre arc, la politique. Ah. Et l'année dernière, vous devenez conseillère régionale d'Île-de-France sous l'étiquette Les Républicains. En quoi avez-vous envie de changer le monde, Babette de Rosières? Oh, j'ai pas envie de changer le monde. De toute façon, il y a un âge pour tout. Moi, je pense que j'ai réussi ma vie en travaillant parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Tu sais, Nico, ça n'a pas été facile pour moi. Quand j'ai commencé avec mes 2 petites tables, il a fallu que je rame pour y arriver. Je n'avais pas d'aide de personne, j'étais seule à Paris. Il a fallu que vraiment avoir confiance en moi pour tenir. Parce que, comme je t'ai dit au départ, ce n'était pas un vrai métier. Donc il a fallu que je m'accroche, parce qu'en me disant, tu es seule, tu n'as personne, tu n'as pas de parents, tu n'as rien. Donc il faut absolument que tu réussisses. Et là, j'ai travaillé de mon petit restaurant. J'ai fait des économies, j'ai acheté plus grand. Et ainsi de suite. Parce que les banquiers ne m'ont jamais aidé. J'ai eu d'aide de personne. Les banquiers, au contraire, quand j'allais les voir pour leur dire j'ai envie de monter plus grand parce que j'avais un petit restaurant, ils me riaient en nez. J'avais plusieurs défauts. Mon premier défaut, c'était femme. Mon deuxième défaut, créole, noir. Mes troisième défaut, cuisinière. Avec la volonté de faire son métier. J'avais que des défauts.
Mais rassure-toi, mes défauts sont devenus pour moi une force. Donc il a fallu que je fasse mes preuves, que je travaille. Je ne suis pas connue de vacances. Le matin tôt, je me réveille. Le soir tard, je suis encore debout en train de... Je faisais tout. Je faisais la cuisine, je faisais les toilettes, je faisais tout toute seule. Des fois, j'étais à bout de force. Mais j'ai réussi. Et ça, je dis, cette réussite-là, je la dois aux gens qui m'ont entouré. Je la dois à ce quartier, par exemple, le 18e, où je suis maintenant investie. Parce qu'il a fallu que je trouve des petits produits, des épices, des choses qu'on trouvait nulle part. Parce qu'à l'époque, à Paris, alors, il ne fallait pas parler d'épices, il ne fallait pas parler de produits exotiques. Donc, il a fallu que je me batte pour maintenir mon métier. Et maintenant, j'ai réussi. Maintenant, je me suis battue. Maintenant que je connais le prix de l'ascenseur social, eh bien, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas me dévouer pour les autres? Pourquoi pas aller vers les autres, faire profiter de mon expérience et les aider? Et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre en politique. Non pas parce que je suis une femme politique, mais parce que j'ai voulu être une femme engagée. Et quand on s'engage, eh bien, on réfléchit à ce qu'on va faire. Parce que j'avais tout à gagner. Je suis chez moi, je vis bien, j'ai un mari qui m'aime, je suis épanouie, je manque de rien. J'aurais pu continuer ma vie comme ça? Non. J'ai voulu me mettre au service de mes concitoyens. Je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Le chômage amplifie. L'apprentissage, ça n'existe pas dans certains quartiers. Alors, l'insalubrité, on en voit un petit peu partout, surtout dans mon quartier, dans le 18e, parce que j'habite dans le 18e. La drogue qui tue nos enfants. Hein? Et puis, surtout, les enfants qui décrochent à partir de la classe de 3e et qui font rien, et qui sont des guetteurs, qui font rien, et des parents qui décrochent. Les personnes âgées qui sont dans le besoin le plus absolu. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas possible. J'ai commencé, avant d'entrer en politique, à réunir les personnes âgées une fois par an dans mon restaurant pour leur offrir un peu de bonheur. Et je les ai écoutées. Ce sont ces personnes-là, je pense, qui m'ont donné des clés, de savoir comment ils vivaient, comment ils ont vécu, comment ils survivent et tout ça. Je me suis dit non, il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça que lorsque Valérie Pécresse est venue me trouver pour me dire, Babette, j'ai vraiment besoin que tu t'impliques dans la politique, j'ai dit oui. Parce que je me sens tout à fait mûre et bien placée pour défendre les biens, pour être leur porte-voix. Et c'est pour ça que maintenant, en plus d'être conseillère régionale, où je m'occupe de la cité de la gastronomie, parce que ça aussi c'est important, j'ai choisi cette branche-là qui est mon métier, parce que je veux en faire en Île-de-France une cité qui représente non seulement les produits du terroir français, mais aussi les produits du terroir outre-mer qui est aussi français. Parce que quand tu achètes une banane, un ananas, un avocat, eh bien c'est encore français. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais créer cette cité. Et dans chaque site que je choisirai, je mettrai un clin d'œil de notre culture créole. Et pour revenir à la politique, je te dirais que je me suis engagée aussi pour être députée dans le 18e, qui m'a vu naître, qui m'a donné à manger, où j'ai vécu la première fois, où j'ai eu mes tristesses, mes angoisses, mes joies. Et quand je vois ce quartier, comment il est démuni, comment l'insalubrité a pris place à tout, il n'y a rien pour les jeunes, il n'y a pas un cinéma, il n'y a rien sur le plan culturel. C'est un quartier complètement délaissé. Et en plus, la chance que nous avons de ce quartier, c'est un quartier qui est multiracial, multiculturel. Tout le monde vit ensemble. Et moi, le vivre ensemble, ça m'intéresse. Et c'est pour ça que je vais les défendre. Je serai leur porte-voix à l'Assemblée lorsque, je ne dis pas si, je dis lorsque je serai députée. Pour terminer cet entretien, quel serait le mot qui résumerait le mieux votre vie? Un mot. Un mot, la ténacité. La ténacité. La ténacité. Il faut être tenace. Surtout à Paris, quand tu arrives, jeune, black, femme, et tu dois affronter cette ville et cette communauté diversifiée. Ténacité. Quand tu es tenace, tu arrives. Contre vents et marées, c'est mon caractère. Je suis tenace, je lâche rien. On vous retrouve également pour la 3e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer. D'où est venue cette envie de créer un tel salon? Ah bah c'est mon bébé. Pourquoi cette envie? Parce que j'ai remarqué que les Outre-mer existent uniquement en période électorale. Je suis désolée. C'est uniquement en période électorale que tu vois tous ces hommes politiques qui font le déplacement pour aller en Outre-mer. L'Outre-mer existe. L'Outre-mer a du talent. Et il fallait mettre en valeur ce talent-là. Il fallait faire comprendre à l'Hexagone que nous existons, que nous sommes la France.
On n'est pas laissé pour compte. L'outre-mer, c'est la France. Et c'est pour ça que je me suis dit, compte tenu de tout ce qui se passe en outre-mer, de l'évolution qui se passe au niveau de la cuisine, je vais faire un salon de la gastronomie des outre-mer pour permettre justement aux acteurs de l'outre-mer de s'exprimer, de montrer leur savoir-faire, leur savoir créole, leur savoir cuisiner, le savoir tout simplement d'être. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire ce salon. Et je suis très contente parce que tout s'y joue le jour. On a l'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, tous y sont là et ils montrent justement ce qu'ils savent faire. Et c'est une grande salle à manger que j'ai installée à la porte de la Villette. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a OM5 TV qui, justement, est sur le plateau, dans le salon, et qui interroge chaque acteur, et tout le monde parle, tout le monde a quelque chose à dire, ça vit, il y a des animations, il y a aussi des débats sur la cuisine créole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'origine de la cuisine créole, c'est l'occasion. Il y a des grands chefs qui font des démonstrations, il y a un trophée Babette que j'ai, et le trophée Babette, ça marche très bien, parce que tous les lauréats qui ont eu le trophée Babette, ce sont des gens qui se sont exprimés ailleurs, qui ont monté des restaurants entre-temps, qui font des émissions de télévision, ça les a aidés, et c'est pour ça que je veux mettre en lumière ces outre-mer. Et j'ai voulu faire ça, et je vais même te faire une confidence. Waouh, la chance. Ça se fait une confidence. Quand j'ai donné ce dossier à plusieurs ministres, parce que tous les ministres de l'outre-mer qui passaient, et que je leur donnais ce dossier, ça ne les intéressait pas. J'ai mis 15 ans avant de monter mon premier salon, parce que même les ministres de l'outre-mer n'y croyaient pas, ils n'ont pas été à mes côtés. Et tu sais qui m'a aidé pour ce premier salon? La première personne, ça a été Stéphane Le Foll. Quand il a entendu que j'avais cette idée-là, il a mis tout son staff à ma disposition. La deuxième personne que j'adore, Anne Hidalgo. Ce sont des gens avec qui je n'ai pas d'affinité politique. Mais ce sont des gens qui ont su m'écouter, qui ont su m'aider pour être présents à mon salon. Et c'est pour ça, quoi qu'on en pense, l'équipage politique, je n'ai rien à foutre. Mais en attendant, le premier salon, il sera plus beau que les deux autres et toujours soutenu par les mêmes personnes. Cette émission est maintenant terminée. Merci Babette de Rosière d'avoir été avec nous. Merci. Pour raconter tout ce parcours, votre portrait. Je me rends compte que je me dévoile beaucoup. Et c'est pas mon style, j'aime pas me dévoiler, c'est plutôt cachotière, moi. Merci de m'avoir reçu et merci à OM5 TV. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur OM5 TV avec un nouveau portrait. Prenez soin de vous.